Reprise des cours dans les lycées et dans les universités, le mouvement étudiant s'interroge sur la nécessité de créer une structure de réflexion pour l'avenir. La grogne des agriculteurs à l'ouverture de la conférence annuelle sur le revenu agricole, des manifestations se sont déroulées dans toute la France. La loi Méhaignerie, définitivement adoptée, elle signifie plus de liberté pour les propriétaires, mais attention aux abus. Ce jeudi 11 décembre, un jour supplémentaire de détention pour les otages français du Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, nos amis d'Antenne 2, n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 3 semaines de grève, de mobilisation, de discussion et souvent de découverte, les étudiants et les lycéens ont repris aujourd'hui le chemin des cours. Un retour à l'ordre des choses pour autant que cet ordre puisse jamais être vraiment comme avant. Mais aujourd'hui, c'était d'abord la reprise du travail à Paris et en province. Et si la coordination étudiante s'est de nouveau réunie, c'est plus pour tirer les enseignements des derniers événements que pour tenter d'entretenir le mouvement. Sur le climat de cette rentrée, voici le reportage de Yoba Grégoire et Bernard Puissosso. Rentrée ordinaire ce matin à la Sorbonne. Plus d'affiches, plus de piquets de grève, plus aucune trace de la contestation étudiante. Le quotidien avait repris le dessus. Les cours ont repris en Sorbonne, les étudiants, les professeurs sont là et en principe, toute la journée, il n'y a pas de problème. La Sorbonne a recommencé normalement sa vie. Dans les amphis, on est concentré. On est loin des salles bondées des assemblées générales. Ici, un cours sur Balzac. L'intrusion d'une caméra dérange. Le projet de Vaquet, c'est déjà loin, mais le mouvement lui-même aura-t-il une suite? Tout est terminé là maintenant. Non, tout n'est pas terminé. Mais je dirais même plus, tout commence, puisque le mouvement reflète certes une inquiétude vis-à-vis de l'avenir des étudiants, vis-à-vis de l'université. C'est pourquoi nous voulons réfléchir et proposer sur ce qui nous semble améliorer l'université. L'avenir, c'était aussi à l'ordre du jour de la dernière assemblée de la coordination. On cherche le second souffle du mouvement. Après avoir été une force de revendication, ils veulent devenir une force de proposition pour les prochaines concertations avec le gouvernement. À l'ordre du jour aussi, la dissolution du bureau. Mais en attendant, il appelle à la vigilance et prépare une grande rencontre étudiante en février prochain. Les étudiants, jusqu'au bout, ont décidé de prendre en charge leur université, leur avenir. Le mouvement étudiant qui a conduit le gouvernement à choisir la pause dans ses réformes avec une précision ce matin du porte-parole de Jacques Chirac, M. Denis Baudouin, qui indiquait qu'il n'y avait pas d'engagement formel sur l'ordre du jour de la prochaine session du Parlement, c'est-à-dire au début du mois d'avril. Pas question, a-t-il dit, de faire passer les réformes en force. Il faudra ouvrir une véritable concertation que les députés sont invités à mener sur le terrain. Et puis un premier sondage après la crise de l'université, il indique une baisse importante de la cote de popularité de M. Chirac, moins 6 points au baromètre mensuel Ipsos, le quotidien de Paris. Un joli paradoxe maintenant pour les économistes. EDF, Électricité de France, dont la mission est de vendre de l'énergie, EDF va maintenant payer pour aider ses clients à en acheter un peu moins. C'est un peu simplificateur, mais c'est pourtant ainsi que l'on peut résumer cette décision d'offrir une réduction de la facture EDF à tout particulier qui investira dans les économies d'énergie. Alors des explications avec Nicolas Jacques. Jusqu'à présent, c'était sur la feuille d'impôt que pouvaient être déduites les dépenses liées aux économies d'énergie. Ce système disparaît. À partir du 1er janvier prochain, la réduction apparaîtra directement sur la facture EDF. Un quart du coût des travaux sera remboursé, jusqu'à 1 500 francs par foyer. Mais ce plafond pourra passer à 2 500 francs si les modifications apportées confèrent au logement un label qui doit être défini d'ici quelques semaines. Mais attention, 2 conditions. La première, tous les travaux ne seront pas remboursés, ils doivent faire partie d'une liste fixée à l'avance. La seconde, la réduction ne s'adresse qu'aux consommateurs d'électricité. Ce n'était pas le cas pour les déductions fiscales qui, elles, concernaient toutes les sources d'énergie. Ce système était financièrement plus intéressant pour les consommateurs, mais ne concernait que les foyers imposables. L'an dernier, 1,5 milliard de francs ont été redistribués par l'État. L'an prochain, la somme ne sera que de 450 à 500 millions de francs à la charge d'EDF.
Adoption ce matin en dernière lecture de la loi dite loi Méhaignerie. En fait, c'est un texte qui précise les rapports entre propriétaires et locataires, qui loue quoi, à qui et dans quelles conditions. C'est ce que précise cette loi qui ne règle pourtant pas dans l'immédiat les loyers de la fameuse loi de 1948. Il faudra pour cela attendre de nouveaux textes. Pourtant, ce soir, on connaît l'essentiel des nouveaux droits et des nouveaux devoirs des propriétaires comme des locataires. Jean Pézieux nous en présente le menu. Logement neuf ou vide, comme aujourd'hui, liberté totale pour le propriétaire de fixer les loyers. Pour la durée du bail, la loi Quillot distinguait 3 ans si le propriétaire était un particulier, 6 ans si c'était une société. Désormais, une seule durée, 3 ans. Le bail, pendant cette durée, ne peut être annulé par le propriétaire, même en cas de circonstances graves. Au terme du bail, le renouvellement se fait selon la même durée, 3 ans. Si le propriétaire veut reprendre le logement, il n'a aucun motif à donner au locataire, contrairement à la loi Quillot. Il doit simplement prévenir le locataire 6 mois avant. Le locataire, lui, s'il veut s'en aller, doit un préavis de 3 mois seulement. Il est plus facile à un propriétaire de trouver un locataire que ce dernier un logement, explique le ministre. Pour les baux en cours, c'est-à-dire les logements occupés, la loi prévoit des mesures transitoires qui joueront jusqu'à fin 91 et même fin 95 à Paris, Lyon et Marseille. Le propriétaire, qui donnera congé au locataire, cette fois, devra en motiver la raison, comme aujourd'hui. Quand il proposera un nouveau loyer au locataire, il devra le faire en se référant au loyer du voisinage. Si le locataire juge la hausse excessive, il pourra saisir la commission de conciliation départementale et sinon, le tribunal. S'il l'accepte, la hausse sera étalée sur les 3 ans avec une progression d'1/3 par an. Bien, écoutez, alors je parlais pour les mesures transitoires, c'est précisément ce qui nous ennuie, car elles sont beaucoup plus longues qu'on ne les avait supposées, qu'on avait imaginé qu'elles devaient être, et il est certain que ça risque, à mon avis, de ne pas encourager les gens à reprendre confiance dans l'immobilier. Pour la loi par elle-même, eh bien, disons qu'en gros, elle ressemble assez bien à ce que l'on en attendait. C'est une loi qui libéralise le logement. Le seul problème, dans le fond, c'est de savoir s'il le libéralise d'une façon suffisamment rapide ou pas. La loi Quillot, plutôt favorable aux locataires, a vécu. La nouvelle loi sera, selon Pierre Méhaignerie, une loi d'équilibre. Rendez-vous en 89 lors des premiers renouvellements de contrat pour voir si cet objectif aura été atteint. Cette loi Méhaignerie doit entrer en application en principe donc le 1er janvier prochain. Les agriculteurs en colère au matin de l'ouverture de la conférence annuelle sur le revenu agricole, une colère au son des klaxons et des manifestations. C'était le point fort du mouvement organisé par les principales organisations syndicales pour protester contre les difficultés dans lesquelles se débat le monde paysan. Accuser la dégradation du pouvoir d'achat et les règlements communautaires. Maryse Manot. Depuis hier, les agriculteurs prennent les devants. Le but des manifestations est de faire monter la pression juste avant la conférence annuelle qui doit se tenir lundi à Matignon pour la première fois depuis 5 ans. La réunion préparatoire s'est déroulée cet après-midi entre François Guillaume et les 4 organisations reconnues. La FNSEA a déjà demandé 500 millions de francs pour compenser les pertes de revenus des productions animales. Les autres demandes portent sur le désendettement de l'agriculture, reconversion des prêts à taux d'intérêt plus bas et prise en compte des cas difficiles. Cela concerne 100 000 agriculteurs et surtout des jeunes. Pour les jeunes, justement, il semble que les mesures envisagées ne répondent pas à la demande. Nous, les jeunes agriculteurs, nous ne pouvons pas participer à cette conférence annuelle si elle doit se terminer par du replâtrage ou par des cataplasmes sur des jambes de bois. Nous, ce que nous voulons, c'est que l'on s'attaque aux véritables causes et non pas aux effets. Et à partir de là, rendre une véritable compétitivité aux agriculteurs et plus particulièrement aux jeunes. Le ton est d'autant plus dur qu'à Bruxelles, la Commission tente d'imposer un nouveau plan de réduction laitière très sévère. Baisse des quotas de 10% en 2 ans et baisse des prix garantis de 15% pour la viande bovine. François Guillaume reprend le chemin de Bruxelles dès samedi pour en discuter. Il va tenter d'adoucir la potion et pose ses conditions. Nous sommes d'accord pour qu'un effort soit fait. Nous ne voulons pas que cet effort ait des conséquences néfastes sur le revenu des agriculteurs, ça c'est clair. Et en contrepartie de cet effort, nous demandons la liquidation des stocks. Des discussions qui s'annoncent très difficiles et qui pourraient provoquer un report de la conférence annuelle.
L'agence France Presse en grève pour 48 heures, un mouvement reconductible pour obtenir l'abrogation du plan de restructuration décidé en juillet dernier. Les employés de l'agence feront savoir demain s'ils poursuivent leur mouvement. Les journalistes ont créé une société de rédacteurs. Ils demandent le départ du PDG, M. Henri Pijat. Les banques veulent toujours engager la tarification des chéquiers au 1er janvier prochain, malgré un désaccord formel avec les organisations de consommateurs qui se concertent actuellement pour trouver une réplique. Un conflit éclipsé par les derniers événements en France, la rébellion qui se développe très vite au Suriname, l'ancienne Guyane hollandaise qui jouxte la Guyane française. Le régime mis en place par un coup d'État en février 80 semble perdre pied chaque jour un peu plus. Il met en cause maintenant la position de la France à travers la Guyane française, qui recueille de très nombreux réfugiés surinamiens. Les autorités de Paramaribo viennent ainsi de demander la convocation du Conseil de sécurité. Alors pour comprendre les implications de ce dossier, voici l'éclairage de Martine Laroche-Joubert. Des charniers en pleine jungle, hommes, femmes, enfants, victimes d'un nettoyage, comme on dit, dans un pays grand comme un confetti, mais un confetti à la position stratégique. Le Suriname, l'ex-Guyane hollandaise, dirigée par un pro-libyen dans l'axe les États-Unis, la Grenade. Mitoyen de la Guyane française, un pays dont une partie du territoire est aujourd'hui contrôlée par la guérilla, à une centaine de kilomètres de Kourou, la base de lancement d'Ariane. Au Suriname, deux hommes s'affrontent pour le pouvoir. À gauche, Desi Bouterse, à droite, Ronnie Brunswick. Le commandant Desi Bouterse, à la tête du pays depuis le coup d'État sanglant de 1982, une armée de 2 à 3 000 hommes aidés, dit-on, par 65 Libyens. Il est soutenu par la population de la capitale, Paramaribo. Ronnie Brunswick, 24 ans, ancien sergent de la garde personnelle de Desi Bouterse, en rébellion depuis juillet dernier. Un bush négro, un noir de la forêt, soutenu par sa tribu, 50 à 60 000 personnes. Une révolte née sur les bords du fleuve Maroni. Île après île, village après village, Ronnie Brunswick et ses jungle commandos ont gagné de plus en plus de terrain. Une avancée encouragée par les quelques 200 000 Surinamiens en exil aux Pays-Bas qui leur fournissent des armes. Difficile de connaître aujourd'hui précisément la situation sur le terrain. Les insurgés auraient toujours le contrôle de la mine de bauxite de Mungo, à 100 km à l'est de la capitale, Paramaribo. Une prise de choix, la bauxite représente 80% des exportations du Suriname, mais l'armée gouvernementale aurait repris ces derniers jours plusieurs positions. Mais que souhaite exactement Ronnie Brunswick ? Rétablir, dit-il, la démocratie dans son pays en renversant le régime tyrannique de Desi Bouterse, qui envisage pourtant des élections au printemps prochain. Mais pour ce faire, il a besoin d'aide. Et il en demande notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas et à la France. La France, qui accueille aujourd'hui en Guyane quelques 4500 réfugiés surinamiens chassés par les combats des derniers jours, un accueil interprété par le gouvernement de Paramaribo comme une aide à la guérilla. Il accuse même la France d'abriter en ce moment sur le sol guyanais 500 mercenaires prêts à tenter un coup du type la Grenade. Une accusation que réfutent les autorités françaises. Il n'y a pas non plus, déclare-t-elle, d'arrivée de troupes en Guyane, mais un simple renforcement du contrôle le long du fleuve en raison de l'afflux des réfugiés. Nul doute toutefois que la déstabilisation du Suriname ne soit suivie d'un œil particulièrement attentif. Les ministres de l'OPEP réunis à nouveau, mais cette fois sans chèque Yamani pour tenter de relever le prix du baril de pétrole. Cible visée $18 pour ce baril. Aucune précision sur la stratégie qui est discutée aujourd'hui à Genève. On sait seulement que l'Iran souhaite que tous les pays membres réduisent leur production. La presse verrouillée en Afrique du Sud avec de nouvelles mesures de restriction contre les médias nationaux et étrangers. Un exemple parmi d'autres, les journaux se voient maintenant interdire de conserver des espaces blancs sur leur page pour évoquer la censure. Les premiers essais de vaccination contre le sida pourraient commencer dès l'année prochaine. C'est en tout cas dans cette perspective que 14 experts internationaux se réunissent lundi à Genève sous l'égide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, le résultat semble toujours bien lointain puisque ces essais entrepris sur des volontaires devront durer au moins 5 ans pour permettre d'obtenir un vaccin qui soit véritablement opérationnel. Les explications de Pierre Ly. Un vaccin contre le sida en 87, c'est probable. Mais seulement à titre d'essai et sur moins d'1 millier de volontaires dans le monde. Des tests sont actuellement en cours sur des chimpanzés. Ces tests seront peut-être achevés dans quelques mois. Il serait en tout cas inhabituel que des essais soient entrepris sur l'homme avant d'avoir obtenu toute garantie sur l'animal. Ce vaccin sera probablement une formule capable de provoquer dans l'organisme la formation d'anticorps contre le sida. Et l'on espère que ces anticorps seront efficaces
pour chasser le virus, à la différence des anticorps qu'on trouve déjà chez les personnes contaminées et qui n'empêchent pas l'évolution de la maladie. Mais il faudra longtemps pour sortir de l'incertitude sur l'efficacité d'un tel vaccin. Personne ne peut préjuger des résultats. D'une part, parce que la durée d'incubation de la maladie est longue, jusqu'à plusieurs années. D'autre part, parce qu'il y a plusieurs variantes au virus qui propagent l'épidémie. La visite en France du président égyptien Moubarak. Il était reçu aujourd'hui à l'hôtel de ville par Jacques Chirac, maire de Paris, avant d'être reçu ce soir par Jacques Chirac, Premier ministre. Tour d'horizon habituel sur la situation au Proche-Orient, avec un accord notamment sur l'analyse de cette situation, notamment à propos de l'initiative de conférence de paix lancée par les Soviétiques. Un mot aussi du numéro 1 égyptien pour condamner les attentats qui ont frappé Paris. Ce soir, Jacques Chirac et Hosni Moubarak évoqueront vraisemblablement les problèmes économiques qui secouent l'Égypte et pour lesquels M. Moubarak est venu chercher l'aide et l'appui de la France. Des problèmes économiques et sociaux qui ébranlent le régime et qui alimentent du même coup le courant intégriste devenu très important dans ce pays. C'est ce que montre maintenant ce reportage de Pierre Serra. Chaque fois qu'ils le peuvent, les extrémistes musulmans, comme ici au Caire, réclament l'instauration de la charia, la loi islamique. Leur cible, les mœurs qu'ils jugent dépravées de la société égyptienne. Le vendredi, à l'heure de la prière, les policiers anti-émeutes autour des mosquées sont aussi nombreux que les fidèles. C'est que le pouvoir politique a peur. Il sait que la religion et la pauvreté sont indissociables et il n'a pas les moyens d'apporter les solutions sociales indispensables. Le terrain est donc libre pour un islam pur et dur. La preuve que l'État a peur, la voici. Ces prisonniers appartiennent au djihad islamique. Ils sont responsables de la mort de 40 policiers lors des émeutes d'Assiout en 81. Leur meneur, un aveugle. Le Shir Abderrahman, passible de la peine de mort, ils ont tous été libérés. La deuxième tendance intégriste, elle est plus modérée. Elle se fonde dans la foule. Mais elle mène une action en profondeur. Son objectif, noyauter les institutions en y infiltrant ses sympathisants. C'est l'organisation officielle des frères musulmans dont le guide suprême a pignon sur rue. C'est un vieillard rassurant qui lui aussi réclame la loi islamique, mais il n'a qu'un rôle de façade. Notre mission est de faire connaître les enseignements de l'islam à notre jeunesse. Et par là, de parvenir à l'instauration de la charia comme source de la loi en Égypte. Dans leur grande majorité, pourtant, les 45 millions de musulmans égyptiens de rite sunnite sont des modérés. Ils sont attachés à l'image traditionnelle et tolérante de l'islam. Mais c'est la crainte de Dieu qui domine. Un tel comportement de soumission aboutit souvent à une confusion entre la foi, les superstitions et le fanatisme. C'est exactement cette confusion que cherchent à exploiter les extrémistes. Pour preuve, ces foules chaque fois plus nombreuses qui les rejoignent, pour les entendre affirmer à l'heure de la prière, nous n'avons pas peur du gouvernement, c'est lui qui a peur de nous. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, nous sommes là pour agir. Nous sommes là parce que c'est avec nous que la volonté d'Allah s'accomplira. L'Égypte qui discute actuellement avec le Fonds monétaire international pour tenter de désamorcer la crise économique et ses conséquences donc sur cette montée de l'intégrisme, avec aussi cette phrase de Jean-Paul II qui pense qu'il faut examiner la dette des pays en voie de développement avec un regard nouveau. Le débat sur l'ouverture des grands magasins le dimanche, un débat qui n'en finit pas, mais qui s'enrichit d'une expérience très ponctuelle. Plusieurs grands magasins parisiens ont ainsi obtenu le droit exceptionnel d'ouvrir leurs portes le dimanche qui précède Noël. C'est presque un banc d'essai, au moins pour ce qui est des réactions du personnel. Regardez cette enquête d'Ève Mettet et de Michel Alikoff. Dimanche, les chaînes sauteront. Pour la direction du printemps, c'est une mesure exceptionnelle. Il s'agit de rattraper le mauvais chiffre d'affaires de cette année. Le printemps de Paris sera ouvert les 14 et 21 décembre parce que nous avons eu une année économiquement très difficile à la suite des attentats de l'année dernière chez nous et des attentats qui ont eu lieu à Paris au cours de l'année 1986. Et compte tenu des résultats très déplorables de Printemps Haussmann, nous avons estimé utile de tout mettre en œuvre pour essayer de sauver notre activité avant de prendre directement des mesures de gestion qui ne sont pas toujours très agréables.
La direction a la loi pour elle. Les commerces non alimentaires ont le droit d'ouvrir 3 dimanches dans l'année après avis de la préfecture. Des magasins printemps en province sont déjà ouverts chaque année 2 dimanches avant Noël. Autre argument de la direction, 80% des vendeuses se sont portées volontaires. Conformément à la convention collective, elles seront payées 200% et bénéficieront d'un jour de récupération. Mais du côté des syndicats, on s'insurge. Meeting dans la rue ce matin de la CGT. Les adhésions du personnel auraient été forcées et l'on craint que l'ouverture du dimanche soit moins exceptionnelle que prévu. Il y a eu des pressions scandaleuses, inadmissibles de la part de la direction qui a estorqué des signatures aux salariés pour qu'ils viennent travailler le dimanche. Ce n'est pas du volontariat. Quelle sorte de pression? Eh bien, pression licenciement, pression de changement de poste, pression de toutes sortes. De toutes sortes. Ce sera une ouverture exceptionnelle pour cette année qui sera définitive pour l'année prochaine. D'autres magasins ont également demandé des dérogations. Cette année, c'est un coup d'essai qui est opéré sur le printemps et l'année prochaine, ce sera définitif. Le Premier ministre Jacques Chirac s'est déclaré hostile à l'ouverture régulière des magasins le dimanche. Mais les syndicats sont inquiets de la nouvelle ordonnance sur le temps de travail. Ils manifesteront dimanche, boulevard Haussmann, devant l'entrée des magasins. 6 nouveaux administrateurs nommés ou confirmés dans les organismes de l'audiovisuel. Pour Antenne 2, confirmation de François Daubert, Christine Boutin est à Radio France, Jean-Claude Godin à FR3 et Michel Péricard à l'INA. Contestation du groupe socialiste qui remarque que sur les 6 nominations, aucune place n'a été réservée pour l'opposition. Comment combattre les incendies de forêt qui ont dévasté le sud de la France l'été passé? C'est la question à laquelle devait répondre le comité interministériel qui vient de rendre public un plan qui va justement dans ce sens. Augmentation de 50% des dépenses de l'État pour la prévention et pour la lutte anti-incendie, plus d'avions, plus d'hommes et donc plus de matériel. Aggravation des peines encourues par les pyromanes et participation des assureurs pour encourager le débroussaillement. À noter aussi qu'une partie de ce plan sera financée par une taxe sur les briquets et sur les allumettes, ce qui est bien le moins. Reste l'initiative personnelle, comme cet inventeur qu'a rencontré Henri Bodiguel. L'appareil qu'il a conçu, et vous allez le voir, fort spectaculaire. Mais regardez plutôt. Cet engin étrange qu'on croirait venu d'ailleurs, c'est Pégase, une invention française qui permet de se protéger individuellement contre les incendies de forêt. Le principe est simple, un réservoir d'eau et de l'azote comprimé contenu dans les bouteilles extérieures. La pression du gaz sur l'eau provoque la mise en action de l'appareil. Arriver à propulser un maximum d'eau, dans la moyenne des cas 5 tonnes, l'équivalent d'un Canadair, donc de propulser ces 5 tonnes sur une surface de 5000 m², un demi-hectare, et d'arriver surtout à le propulser dans un minimum de temps. On obtient 2 minutes, de façon à avoir une intervention extrêmement rapide et violente. La mise en service de l'appareil se fait en 7 secondes. Complètement autonome, son déclenchement est automatique ou manuel. C'est la pression exercée à l'intérieur du réservoir qui permet à la colonne télescopique de se développer jusqu'à 10 mètres. Enfin, les canons à eau projettent l'eau dans un rayon de 45 mètres. 3 types d'appareils sont prévus, 2 mètres cubes, 5 et 10 mètres cubes. Mais l'engin, quand il est installé dans un jardin, ne se présente pas comme une monstrueuse citrouille. Il est enfoui en terre et disparaît sous ce carénage en plastique. Le prix Louis Deluc pour Léos Carax et le mauvais sang, le prix sans doute le plus prestigieux en France pour l'un des jeunes talents les plus prometteurs. Nicole Cornu-Langlois l'a rencontré tout à l'heure. Surtout un ton nouveau. C'est probablement ce qui a séduit le jury du prix Louis Deluc. Une écriture très personnelle, des moments d'émotion fulgurantes et aussi une histoire étrange que nous raconte Léos Carax. Là, c'est l'histoire d'un garçon qui devient orphelin, qui tombe amoureux d'une jeune femme qui vit avec un homme plus âgé. Là, c'est la séquence où il transporte cette jeune femme dans ses bras, une nuit, où ils sont seuls à seul, et le trottoir est bouillant parce qu'il y a le passage d'une comète, qui est la comète de Halley, qui a changé totalement la météo, qui fait que le trottoir est totalement bouillant, et lui la prend dans ses bras et l'emmène dans l'hôtel d'en face, où elle va dormir toute seule. Un jeune garçon qui bande tous ses muscles pour atteindre une femme. Et ça passe par
des muscles sentimentaux, par des choses policières, effectivement, avec des armes à feu, avec des courses, il y a des passages dansés, c'est tous les élans possibles que peut avoir un garçon envers une femme aimée. Ce prix Louis de Luc, ça vous a ému et Moi je suis un peu fier parce que oui, moi je suis content. Il y a du fait de certains cinéastes qui l'ont eu avant moi, qui sont morts ou vivants et qui sont les hommes qui ont changé ma vie puisqu'ils ont fait que je fasse ça. Je fais du cinéma. Et j'ai vu, parce que j'ai ouvert mon dictionnaire, j'ai regardé à De Luc et j'ai vu qu'il y avait des gens que j'aimais qui l'avaient eu. Donc je suis fier, comme Cocteau, Bresson, Renoir, et Godard, Truffaut, Jacques Demy, qui sont des gens que je respecte beaucoup, qui ont compté pour moi, qui comptent encore beaucoup pour moi. Voilà Léos Carax, dont c'est, je crois bien, la première interview à la télévision. Cette nouvelle galaxie découverte par des astronomes américains dans un coin de l'espace qu'on croyait vide, si l'on peut dire. Quelques milliards d'étoiles en plus qui nous permettront peut-être de comprendre un peu mieux notre univers, d'autant que cela porte juste à côté, tout juste 600 millions d'années-lumière. Commentaire de Patrick Esther. Il est un coin de l'univers situé à quelques 600 millions d'années-lumière de notre Terre. Un coin que l'on croyait jusqu'ici totalement vide, sans étoiles, sans aucun corps céleste. Et puis voilà que 5 astronomes américains, en braquant leur télescope vers ce secteur désertique, découvrent 1, puis 2, puis 3, 5, 7 galaxies, contenant chacune autant d'étoiles que notre propre Voie lactée. On avait déjà observé des galaxies 30 fois plus éloignées. Cette découverte, réalisée pratiquement devant notre porte, semble vouloir rappeler aux hommes qu'ils sont décidément bien minuscules sur leur petite planète située à côté d'un soleil très ordinaire dans une galaxie elle-même perdue dans l'infini. Plus les télescopes se perfectionnent, plus ils nous permettent d'apprendre que nous ne savons encore pratiquement rien. Les résultats plus prosaïques et sur Terre, en tout cas, du quartet qui se courait aujourd'hui à Vincennes, 12, 18, 2 et 8. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 133 437 francs. Et rapport pour 5 francs dans un ordre différent, 5 757 francs et 50 centimes. Et puis la météo maintenant avec vous Laurent Boussier, le retour des nuages. Absolument, vous dire qu'il va faire beau serait vous mentir, vous dire qu'il va faire mauvais aussi, alors trouvons un juste milieu et ne soyons pas tristes pour quelques nuages de plus. Sur la carte du temps prévue pour demain, on trouve de tout, regardez là, on trouve de tout, on trouve du soleil, on trouve sur toute l'extrême sud-est du pays, la Provence, le Languedoc-Roussillon, la Provence, la Côte d'Azur, les Alpes et la Corse, un temps froid le matin, c'est vrai, ensoleillé dans la journée avec quand même quelques petits nuages résiduels. Là où les choses se gâtent un petit peu, c'est un petit peu plus à l'ouest de l'Aquitaine, au Massif central, au bassin parisien, à la Bourgogne, à l'Alsace et à la Lorraine. Ciel couvert pendant toute la journée avec des brouillards le matin, des brumes qui persisteront un petit peu longtemps et puis quelques averses. Enfin, surtout le nord-ouest, c'est un temps plus variable avec le retour de belles éclaircies. Côté température, elles sont stationnées, vous me direz c'est normal. De 5 degrés à Nancy jusqu'à 8 degrés à Paris et 10 degrés à Brest pour la moitié nord. Et de 7-8 degrés sur le Massif central jusqu'à 14-15. 15 degrés uniquement en Corse, température tout à fait, enfin c'est pas tout à fait normal. Elles sont encore un petit peu au-dessus de la moyenne, mais enfin elles sont en train de descendre. On termine avec notre agenda. Demain sera le vendredi 12 décembre. Le soleil se lèvera à 8h36, se couchera à 16h52. Une petite minute de soleil en moins. Et ce sera la Sainte Jeanne de Chantal. La mort d'un grand chef décorateur de la télévision, Jacques Chalvet. Il était le créateur des décors, notamment de La Caméra explore le temps, des Cathares, de Jacques le Croquant, de Zola et des 5 dernières minutes. Collaborateur au cinéma de René Clair, de Georges Franju, de Christian Jacques. Jacques Chalvet a su créer à la télévision le style de décor qui faisait partie de ce que l'on a appelé l'école des Buchot. Voilà, dernier journal, ce sera avec Philippe Arroir qui recevra 2 représentants de la nouvelle vague, nouvelle vague du cinéma, Claire Devers et Didier Grousset. Ce sera aux environs de 23h20, 23h25. Bonsoir, à demain 20h précise.